Hello everyone and welcome. Bonjour tout le monde et bienvenue. Il est 13 heures heure de l'Est, donc nous allons commencer. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre activité, notre point de vue, la position d'Inclusion Canada sur la sécurité des revenus des personnes et des familles. Avant de commencer, nous voulons parler de quelques éléments d'accessibilité avec vous. Aujourd'hui, l'activité va durer 1 heure, avec environ 40 minutes de présentation et 20 minutes pour les questions et réponses. Cet événement sera présenté en anglais. L'interprétation simultanée en français, l'ASL, le LSQ et le sous-titrage carte en anglais et en français sont également disponibles. Pour activer le sous-titrage carte anglais ou français, veuillez cliquer sur le lien fourni dans la boîte de discussion. Les sous-titres cartes apparaîtront dans une nouvelle fenêtre. La barre d'outils située en haut de la fenêtre vous permet de régler la taille, le style et la couleur des sous-titres. My apologies. Je m'excuse. Vous pouvez aussi modifier la couleur de l'arrière-plan. En haut à gauche, vous pouvez basculer entre les sous-titres cartes anglais et français. Pour activer l'interprétation simultanée en français, veuillez vous rendre dans la barre d'outils en bas de votre écran et cliquer sur la flèche située à côté du bouton Interprétation. Un menu d'options apparaîtra. Cliquez sur Français. Vous pourrez alors entendre l'interprète français ainsi que l'audio original à un niveau beaucoup plus bas. Si vous préférez supprimer l'audio original anglais, cliquez à nouveau sur le bouton Interprétation et sélectionnez Mute Original Audio. Vous n'entendrez plus que l'interprète français. Pour obtenir l'interprétation simultanée en français, cliquez sur la flèche située près de la touche Interprétation sur la barre d'outils au bas de l'écran, puis cliquez sur Français, French. Sur le menu qui apparaîtra à l'écran, vous pourrez désormais entendre l'interprète français ainsi que l'audio initial qui aura un plus faible volume. Si vous préférez supprimer le son de l'audio initial en anglais, cliquez à nouveau sur la touche Interprétation et choisissez Couper le son de l'audio d'origine, Mute Original Audio. À présent, vous n'entendrez plus que l'interprète en français. We are also pleased to have American Sign Language, Nous ASL. avons aussi le plaisir d'avoir des interprètes en ASL et langue des signes du Québec avec nous aujourd'hui. Les interprètes en ASL et LSQ sont étiquetés et donc seront visibles à votre écran en tout temps. Il y aura une question-réponse à la fin de l'événement. Vous pouvez poser les questions en utilisant la fonction Q&A en bas de votre écran. On comprend que ce format n'est peut-être pas accessible pour tout le monde. Donc, les questions peuvent aussi être envoyées par courriel à forum@inclusioncanada.ca. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent au webinaire d'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas possible de répondre à toutes les questions. Si vous avez des problèmes techniques, veuillez nous en informer par courriel à forum@inclusioncanada.ca et nous ferons de notre mieux pour vous aider à les résoudre. Pour éviter les problèmes courants, veuillez vous assurer que vous regardez le webinaire à partir d'un endroit disposant d'une connexion Internet solide et que le volume de votre ordinateur est allumé. Nous aimerions commencer par saluer les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance de la terre que nous appelons chacun notre foyer. Nous le faisons pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et dans l'amélioration de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture, d'un océan à l'autre.
Nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits et des Premières Nations, ainsi que la nation choisie des Métis. Bonjour et bienvenue à la série de webinaires d'Inclusion Canada, notre point de vue. Je suis Krista Carr et je suis la vice-présidente exécutive d'Inclusion Canada. Inclusion Canada est une fédération nationale regroupant 13 associations provinciales et territoriales et plus de 300 associations locales qui œuvrent à l'avancement de la pleine inclusion et des droits humains des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leurs familles. L'événement d'aujourd'hui est le deuxième d'une série en 3 parties explorant les déclarations de position récemment mises à jour d'Inclusion Canada. Le webinaire d'aujourd'hui explorera la position d'Inclusion Canada sur la sécurité du revenu pour les individus et les familles. La pandémie de COVID-19 a attiré l'attention sur la question de l'insécurité financière au Canada. De nombreuses personnes ont fait l'expérience pour la première fois de ce que signifie être confronté à des coûts croissants et un revenu limité. La question de la pauvreté n'est pas nouvelle pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles. En fait, la plupart des programmes de soutien du revenu pour les personnes handicapées fournissent moins de la moitié du montant mensuel de la prestation d'intervention d'urgence du Canada, CERB. Merci d'être avec nous aujourd'hui alors que nous explorons les réalités actuelles et la façon de s'assurer que les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles ont le revenu dont elles ont besoin pour avoir une bonne qualité de vie. C'est maintenant un plaisir de présenter les animateurs d'aujourd'hui. Je suis Rachel Niels, je suis analyste des politiques pour Inclusion Canada et c'est moi qui vais modérer le webinaire d'aujourd'hui. Avec moi, nous avons Barb McIntyre. Barb est un parent. Elle est la trésorière actuelle d'Inclusion Canada et présidente sortante d'Inclusion Alberta. Robert Smith est un défenseur de l'autonomie et membre du conseil avec Community Living Ontario. Et Jill Teeple est membre à titre personnel d'Inclusion Canada au sein du conseil d'administration. Elle est aussi présidente du comité consultatif sur la sécurité de revenus d'Inclusion Canada. Un grand merci à nos panélistes d'être présents avec nous aujourd'hui. Et pour commencer la présentation, je vais passer la parole à Robert, qui va nous parler des réalités financières au Canada auxquelles font face les adultes ayant une déficience intellectuelle. Robert. Merci, Rachel. Bonjour tout le monde. Je suis Robert Smith. Je vais commencer en disant qu'au Canada, les personnes handicapées finiront probablement par être pauvres. Elles n'ont pas les mesures de soutien dont elles ont besoin. Presque 19% des personnes ayant une déficience intellectuelle ont besoin d'un meilleur logement. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas suffisamment de revenus. Ça veut dire qu'elles vivent souvent dans la pauvreté. Le taux de pauvreté des personnes ayant une déficience intellectuelle qui vivent seules est de 73%. Elles sont aussi isolées. Elles sont isolées de la société, des programmes financiers qui aident les gens. Ces programmes sont difficiles à utiliser. Ils n'aident pas toujours les personnes visées. Ils peuvent être difficiles pour les gens qui n'ont pas de famille. Ils peuvent être difficiles pour les gens qui ne comprennent pas l'argent et les chiffres. La COVID-19 a empiré les choses. C'est dur d'être une personne ayant une déficience intellectuelle pendant la COVID-19. Certaines personnes ne peuvent pas se permettre de vivre. La pandémie a montré à quel point les choses sont injustes pour les personnes handicapées. Pendant la COVID-19, le CERB a été fourni. Le montant de de cette prestation était 50% de plus que ce que les personnes handicapées reçoivent de leur prestation. Est-ce que vous pouvez vous imaginer vivre là-dessus? Pendant la COVID-19, certains emplois étaient plus touchés que d'autres. Les emplois à bas salaire ont été perdus, les horaires étaient coupés. Ça a touché les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale, qui étaient plus à risque de perdre leur emploi pendant la pandémie. Ils étaient aussi plus à même de voir leurs horaires coupés, et ça les a poussés encore plus dans la pauvreté. Les personnes avec les déficiences intellectuelles gagnent à peu près 33% de ce que les personnes sans handicap gagnent. Ça correspond à 16 000 $ plutôt que 49 000 $. Pendant la COVID-19, les gens ont dû utiliser Internet et les téléphones cellulaires plus. Et beaucoup de services étaient en ligne. C'était bien d'une certaine manière, les gens étaient plus connectés,
Mais beaucoup de personnes ayant une déficience ne peuvent pas payer pour ces coûts. Et ces coûts excluent des gens. Certaines personnes handicapées n'ont pas les moyens de se payer l'Internet à la maison. Il n'y a pas suffisamment de renseignements pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. On ne sait pas combien de personnes au Canada ont des déficiences intellectuelles ou développementales. Statistique Canada trouve que c'est dur d'avoir des nombres exacts. C'est des estimations et c'est généralement plus bas que les vrais chiffres. Il faut savoir avoir plus de renseignements sur les personnes avec des déficiences intellectuelles. Combien de personnes ont une déficience intellectuelle ou développementale? Quelle est leur qualité de vie? Combien d'argent est-ce qu'ils gagnent? Et quels sont leurs taux de pauvreté? Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont besoin de sécurité financière. Et ça, c'est plus que seulement l'argent. C'est aussi le manque d'occasion. C'est ne pas avoir le choix. Certaines personnes doivent choisir entre acheter de la nourriture ou payer des factures. Parfois, ils doivent demander des échantillons de médicaments gratuits à des médecins parce qu'ils sont pauvres. La pauvreté enlève la dignité des gens. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens avec des déficiences intellectuelles ou développementales sont pauvres ou à risque de vivre dans la pauvreté. Rendre l'éducation inclusive est important. C'est une des raisons les plus importantes pour lesquelles les personnes ayant une déficience intellectuelle ne peuvent pas obtenir d'emploi, ils n'ont pas une bonne éducation. Il y a beaucoup de problèmes avec l'éducation. Voici quelques exemples. Les étudiants avec des déficiences sont séparés des autres. Ils sont mis dans des classes d'éducation spécialisées. Ils sont isolés du reste de l'école. Ils n'apprennent pas les mêmes renseignements que les autres élèves. Ce genre d'éducation ne les aide pas à avoir de bons emplois quand ils seront adultes. Ils sont plus à risque d'être au chômage, d'être isolés de la société. Très peu d'adultes avec une déficience intellectuelle peuvent avoir plus d'éducation après l'école secondaire. Quand ils vont à l'université ou au collège pour avoir de la formation, ils ont une meilleure opportunité d'avoir des emplois. Une étude montre que 80% des personnes qui ont eu une éducation après l'école secondaire ont eu un emploi après leurs études. Les personnes avec des déficiences sont aussi isolées du marché du travail. Dans notre dernier webinaire, on a parlé des obstacles à l'emploi inclusif. À cause de ces obstacles, les personnes avec une déficience intellectuelle doivent compter trop sur l'aide sociale au Canada. L'aide sociale est censée être le dernier recours. Ce n'est pas un soutien à long terme. Partout au Canada, les niveaux d'aide sociale sont trop bas. Dans presque toutes les provinces et territoires, ces subventions sont sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire que les programmes ne donnent pas suffisamment d'argent pour payer les besoins de base comme le logement, la nourriture. Ces programmes empêchent aussi les gens d'avoir des emplois. Certains programmes enlèvent des subventions quand les gens ont un travail. Les personnes handicapées sont traitées de manière injuste lorsqu'ils essaient d'améliorer leur vie. Certains gouvernements ont aussi enlevé l'argent du soutien pour les personnes handicapées pendant la COVID. Les provinces et territoires donnent aussi des soutiens au niveau de la santé, mais ça, c'est lié au soutien aux revenus. Le gouvernement fédéral a des programmes. Certains programmes empiètent sur d'autres. Le gouvernement fédéral a plusieurs programmes pour appuyer les personnes handicapées, mais trop sont difficiles à accéder. Le système en ligne pour déclarer ses impôts est très dur à comprendre. Les personnes avec des déficiences intellectuelles ou développementales peuvent rencontrer beaucoup de difficultés à utiliser ce programme. Pour beaucoup, les prestations d'invalidité sont le seul revenu qu'ils ont. Ça peut être réglé. Il peut y avoir des déclarations d'impôts automatiques. Le gouvernement fédéral a déjà ces renseignements. Ça aiderait beaucoup de gens. Ça aiderait à s'assurer qu'il ne manque aucune prestation qui existe, comme le supplément au revenu garanti ou d'autres programmes qui sont accessibles quand on déclare ses impôts. Le crédit d'impôt aux personnes handicapées est une prestation financière qui peut aider beaucoup de personnes avec des déficiences et leurs familles. Ce crédit d'impôt,
ça couvre les coûts plus importants quand on a un handicap. Ça diminue le montant d'impôt à payer, mais ça a un problème avec le crédit d'impôt invalidité. Certaines personnes ont essayé de faire leur demande, mais le processus est complexe. Un médecin ou un professionnel de la santé doit remplir les documents. Il y a des frais pour des examens médicaux. La définition du handicap n'est pas une bonne définition. Inclusion Canada veut une meilleure définition du handicap. Celle qui est utilisée, que l'on voit dans la loi sur le Canada accessible, est meilleure. On la retrouve aussi dans la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées. Ça devrait être utilisé dans le crédit d'impôt pour handicap. Il y a aussi d'autres prestations liées au crédit d'impôt. Les gens doivent être approuvés au crédit d'impôt avant de recevoir ces subventions. Ça veut dire que parfois, ils n'ont pas accès à ces prestations. Le processus pour arriver là doit changer. Les autres prestations liées au crédit d'impôt doivent être disponibles de différentes manières. Un REEI, un compte épargne invalidité, c'est un moyen pour les personnes d'économiser de l'argent à long terme. Les personnes avec un faible revenu peuvent avoir des subventions fédérales pour ajouter à leur épargne. Mais il y a beaucoup de règles et de conditions à ce programme. Pas beaucoup de personnes handicapées l'utilisent et il est probable qu'ils passent à côté de dizaines de milliers de dollars de prestations. Le plus gros problème avec ce plan REEI, c'est de retirer de l'argent. D'abord, il y a une règle selon laquelle l'argent ne peut pas être touché pendant 10 ans. Ça veut dire qu'il doit s'écouler 10 ans entre la dernière fois que de l'argent a été versé dans le régime et la première fois que l'argent est retiré. Deuxièmement, il y a des limites quant au montant qu'on peut retirer du REEI. Si une personne retire de l'argent avant l'âge de 60 ans, elle devra payer une pénalité importante. Les personnes handicapées risquent de ne pas pouvoir utiliser leurs économies quand elles en ont besoin. Il doit y avoir moins de règles concernant l'utilisation du régime d'épargne invalidité. Il doit être plus facile à utiliser. Les personnes qui ont un REEI ne devraient pas être obligées de vivre dans la pauvreté jusqu'à l'âge de 60 ans. Bonjour, je m'appelle Robert Smith. Je suis né 15 semaines avant terme et j'ai souffert d'une hémorragie ventriculaire de grade 3. J'ai passé 3 mois à l'hôpital dans l'unité de soins intensifs néonataux, USIN. Je suis finalement rentré à la maison, mais avec une machine pour m'aider à respirer. Mon état s'est lentement amélioré de jour en jour, mais le jour est arrivé où j'ai eu un rendez-vous à l'hôpital Sick Kids et à ce moment-là, mes parents ont appris que j'avais besoin d'une dérivation et ça, c'est arrivé la semaine suivante. J'ai eu des contrôles mensuels, j'ai reçu une thérapie au NCDC et avec le temps, ma situation s'est améliorée avec des visites hebdomadaires. Plus tard, j'ai été testé à l'hôpital Sick Kids où il a été déterminé que j'avais 5 lésions cérébrales différentes. Une paralysie cérébrale, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH. J'ai finalement dû prendre des médicaments pour mon TDAH. En grandissant, je suis allé à l'école. J'ai eu des difficultés tout au long de ma scolarité. J'ai dû porter des appareils auditifs, ce qui m'a conduit à des prothèses auditives. J'ai réussi à obtenir mon diplôme de 12e année. J'ai appris à défendre mes propres droits. Avec l'aide de mes parents, j'ai pu obtenir des soins de répit, des fonds pour les passeports et le POSPH. Les prestations de POSPH avec lesquelles j'ai du mal à m'en sortir ne sont pas suffisantes pour me permettre de vivre seul, de payer ma pension, mon loyer et d'acheter les choses nécessaires à la vie. Au cours de ma vie, j'ai appris que nous devons, en tant que personnes handicapées de tout type, défendre nos intérêts. Nous avons besoin de plus de soutien financier de la part du POSPH pour nous permettre de vivre par nous-mêmes dans des logements subventionnés et de ne pas vivre sous le seuil de la pauvreté. Nous devons être acceptés en tant que membres de notre société, quelle que soit la forme de notre handicap.
Je crois fermement que nous devons faire pression sur nos gouvernements et nos représentants gouvernementaux pour obtenir plus de financement. On a besoin de plus d'aide au logement. Nous devons être inclus dans ces décisions et ils doivent nous écouter. Nous demandons qu'ils nous écoutent et nous soutiennent. Mais nous devons continuer à défendre nos intérêts et ceux des autres. Merci. Merci, Robert. Bonjour. Je suis Barb McIntyre et pour discuter de l'insécurité financière et la relation avec les familles, je vais commencer par dire que pour les familles, c'est 2 personnes ou plus qui vivent ensemble ou séparées, qui sont liées par le sang, le mariage, l'adoption ou un engagement à s'appuyer l'un l'autre. Les familles de personnes handicapées ne sont pas toutes les mêmes. Différentes familles ont différents besoins financiers en fonction de là où ils vivent, la structure familiale ou l'expérience en tant que groupe marginalisé. Au Canada, les familles fournissent la plupart du soutien pour leur être cher qui ont une déficience intellectuelle. Ce soutien est donné gratuitement par amour et engagement. Les parents d'enfants ayant une déficience intellectuelle doivent fournir beaucoup plus de soutien que les parents d'enfants qui n'ont pas de handicap. Cette attente continue même quand leurs êtres chers sont des adultes. Même si les adultes avec un handicap devraient avoir accès à suffisamment de soutien et de revenus pour vivre une vie digne, ce n'est pas généralement la réalité. Souvent, un parent ne travaille pas pour pouvoir appuyer les besoins du membre de sa famille. Ça a un impact financier très important sur les familles. Les familles d'enfants avec des déficiences vivent souvent dans la pauvreté. Les parents qui vieillissent, on s'attend à ce qu'ils continuent de fournir du soutien à leurs membres de la famille adultes. Faire partie d'une famille, c'est la clé de l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle. Les familles fournissent un espace plein d'amour pour apprendre et grandir. En tant que mère, je sais à quel point il faut que j'encourage les rêves de mon fils. Mais la plupart des familles ont de la difficulté à faire inclure leur être cher dans la vie communautaire. Aussi, élever des enfants handicapés, c'est plus cher. Ça prend plus de temps et ça dure plus longtemps. Ça met énormément de pression sociale et financière sur les familles. L'étendue de cet impact n'est pas vraiment documentée. Il y a un manque de données récentes qui se concentrent sur les enfants et les familles. En référence au rôle des familles et aux obstacles à la sécurité de revenus, il y a 4 domaines dont je veux parler. L'accès à la main-d'œuvre, l'accès à des garderies abordables et inclusives, l'accès à des soutiens financiers et l'épargne pour l'avenir. La connexion à la main-d'œuvre est très importante pour beaucoup de familles. Ça leur permet de répondre à leurs besoins actuels et d'épargner pour l'avenir. Pour beaucoup de familles à 2 adultes, avec 2 adultes, ça veut dire 2 adultes en dehors de la famille. Mais les familles qui ont un enfant avec une déficience intellectuelle ont plus d'obstacles pour participer à la main-d'œuvre. Afin d'accommoder certains aspects du handicap de leur enfant, les familles que je connais ont été mises dans la position de travailler moins d'heures, abandonner leur carrière pour des emplois moins rémunérés mais plus flexibles, utiliser toutes leurs vacances pour des rendez-vous médicaux ou des maladies,
et souvent être négligé pour l'avancement et la croissance professionnelle. J'ai vu des familles qui, quand elles ne pouvaient pas avoir de soutien pour leur fils à la maison, ont été forcées de quitter leur emploi pour rester à la maison avec leur fils ou leur fille, ou laisser leur fils ou leur fille seuls à la maison, parfois dans des conditions dangereuses. D'autres familles se sont fait dire que parce qu'elles étaient plus âgées, l'un des parents devrait peut-être prendre sa retraite pour s'occuper de leur enfant adulte. Je connais aussi des familles qui, en raison d'un soutien inadéquat dans le système scolaire, ont choisi qu'un parent reste à la maison pour faire l'école à domicile, plutôt que d'envoyer leur enfant à l'école. Une autre maman avec qui je suis en contact a dû quitter son emploi et vivre sur l'aide sociale parce que l'école l'appelait si souvent pendant la journée pour venir chercher un de ses 2 enfants autistes, parce que les enseignants ne pouvaient pas les gérer, que cette maman a risqué d'être licenciée. C'est très difficile de comprendre comment ça peut arriver. Le manque de services de garderie inclusifs et abordables empêche les ménages à 1 parent et à 2 parents de participer pleinement à la population active. Les parents d'enfants ayant une déficience intellectuelle qui ne peuvent pas trouver des services de garderie doivent souvent rester à la maison avec leur enfant. Ça peut commencer pendant la période préscolaire et continuer jusqu'à l'âge adulte. Si des services de garde inclusifs et abordables avant et après l'école ne sont pas disponibles. Bien que des progrès récents ont été réalisés en termes d'accessibilité pour les familles à faible revenu, beaucoup ne sont pas en mesure d'accéder à des services de garde inclusifs. Pour les familles d'enfants de 13 ans et plus qui continuent d'avoir besoin de soutien, il y a un écart important qui existe au niveau des services de garde avant et après l'école et l'accès aux mesures de soutien pour les personnes handicapées. Je connais une mère célibataire qui travaille à temps plein comme parajuriste, mais qui ne peut pas avoir accès à des services de garde inclusifs avant et après l'école pour son adolescent. Donc, elle a pris un emploi à temps partiel dans une école pour pouvoir subvenir aux besoins de sa fille. La sécurité financière des familles est fortement impactée par cette participation limitée ou cette absence de la population active. Certaines familles peuvent avoir du mal à faire face aux coûts quotidiens de la vie. Ça comprend les dépenses supplémentaires liées au handicap de leur enfant. C'est dur d'imaginer, mais près de 93% des gens fournissent du soutien à un membre de la famille ou à un ami qui ont des conditions de santé à long terme ou de handicap et qui n'ont pas reçu de soutien financier des programmes gouvernementaux. Les familles avec qui je suis en contact dépensent chaque mois des centaines de dollars en fournitures médicales qui ne sont pas couvertes par les régimes ou les programmes d'assurance. J'ai vu des familles faire des collectes de fonds pour compenser une partie du coût de véhicules accessibles aux fauteuils roulants. Ça, c'est un autre exemple de dépenses inhabituelles pour les familles sans enfants handicapés. Les absences prolongées du marché du travail mettent aussi en péril la sécurité financière à long terme des familles, rendant l'épargne retraite presque impossible, en particulier dans les familles monoparentales. Même avec un meilleur accès au marché du travail, il est clair que le soutien d'un membre de la famille ayant une déficience intellectuelle entraîne des coûts financiers supplémentaires. Au niveau du soutien financier, il y a des mesures et des programmes d'allègement fiscaux pour compenser ces coûts, mais ils sont souvent difficiles d'accès et limités dans ce qu'ils offrent. Malheureusement, nous savons que 91% des personnes touchées ne reçoivent pas de crédit d'impôt fédéral. La prestation pour enfants handicapés, PEH, est un versement mensuel non imposable pour les familles qui ont à leur charge un enfant handicapé de 18 ans ou moins. Pour avoir accès
à la PEH, un enfant doit être approuvé pour ce crédit d'impôt, le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Comme vous l'avez entendu plus tôt, être approuvé pour le CIPH est souvent un processus long et difficile. Et parfois, ça ne réussit pas. Les familles peuvent avoir besoin de soutien pour mener à bien la procédure, le processus. Un comptable que je connais a appuyé jusqu'à 300 familles gratuitement qui se sentaient dépassées pour remplir les formulaires, classer les transferts admissibles et fournir des conseils. En tant que porte d'entrée à la prestation pour enfants handicapés, le régime enregistré d'épargne invalidité et d'autres avantages financiers, l'accès au CIPH est d'une importance capitale pour le bien-être financier des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leur famille. La prestation pour enfants handicapés elle-même offre un soutien financier important aux parents qui élèvent un enfant handicapé. Ce paiement met de l'argent directement dans les poches des familles. Pour certaines familles, l'aide sociale provinciale ou territoriale est leur principale source de revenus. Ces programmes de dernier recours ne sont pas conçus pour répondre aux besoins financiers des familles qui élèvent un enfant handicapé. Les règles d'admissibilité sont strictes, les restrictions en matière de revenus sont importantes et les politiques relatives au ménage font que les familles d'enfants handicapés restent piégées dans la pauvreté. Près de 50% qui ont un handicap ou une condition médicale à long terme disent que leurs besoins ne sont pas pris en considération. Les besoins au niveau financier et de soutien sont les plus importants. Au niveau de l'épargne pour l'avenir, les membres de la famille qui sont absents de la population active pendant de longues périodes peuvent trouver particulièrement difficile d'épargner pour la retraite. Les parents qui restent à la maison pour appuyer leur enfant n'ont pas accès aux programmes d'épargne gouvernementaux comme le régime de pension du Canada. Le logement inclusif abordable n'est pas accessible pour la plupart des adultes ayant une déficience intellectuelle, dont beaucoup vivent à la maison avec des parents qui vieillissent. Même quand le logement inclusif a été obtenu, les familles doivent encore souvent continuer d'aider à aider financièrement leurs enfants au détriment de leur propre retraite. Ces parents apportent un soutien essentiel et leur contribution doit être reconnue et valorisée. Prendre soin de votre enfant ne devrait pas signifier compromettre votre sécurité financière future. Il est clair que les membres de la famille qui apportent leur soutien à leurs proches ont besoin d'une solution pour épargner pour la retraite, tout en continuant à fournir ce soutien essentiel. Jill, je vous rends la parole. Merci Barb et merci Robert d'avoir mis en avant certaines des inquiétudes que nous avons au niveau de la sécurité du revenu pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et de leur famille. Le comité s'est rassemblé et a créé des appels à l'action. Ce sont des appels à l'action fédérales. Inclusion Canada travaille au niveau fédéral. Et ça, ce n'est pas pour reconnaître que les programmes provinciaux et territoriaux sont inexistants, mais nous poussons pour des politiques fédérales. Donc, le premier appel à l'action, on voudrait voir la création d'une prestation d'invalidité canadienne. Le gouvernement fédéral a commencé à en parler un petit peu et on aimerait que ça arrive et que ça entre en vigueur le plus vite possible. Ça fait 1 an et demi qu'on en parle maintenant et l'heure est arrivée. Et donc, nous avons créé des choses qu'on veut voir. Et le gouvernement dit que ça serait pour des Canadiens en âge de travailler
Et donc, nous imaginons que c'est pour les Canadiens âgés de 18 à 64 ans. Et on veut que ce soit substantif. Il faut que ça touche les gens et que ça les fasse sortir de la pauvreté pour que ça fasse une différence dans la vie des gens. Donc, il y a beaucoup de choses en considération. Il y a des consultations qui se passent à l'heure actuelle au niveau de la conception d'une prestation d'invalidité canadienne, et on va en parler dans quelques minutes. Inclusion Canada a établi des idées claires de ce qu'on voudrait voir dans la conception de la prestation d'invalidité canadienne. Ça, c'est numéro 1 sur la liste de nos objectifs. C'est mettre plus d'argent dans les mains des personnes handicapées. D'autres choses qui sont très importantes aussi, Robert en a parlé, la règle des 10 ans pour le REI, c'est très restrictif et on n'arrive pas vraiment à comprendre. On aimerait voir, je vais un petit peu partout sur la page, on aimerait voir du travail sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Il y a des obstacles, des inquiétudes quand on fait sa demande ou quand on est approuvé. On veut que le processus soit plus facile. Ça coûte cher, c'est très lourd, ça peut prendre beaucoup de temps. Et souvent, les gens pensent qu'ils ont besoin d'aide pour naviguer ce processus. Et souvent, ils en ont besoin. Donc, une des choses qu'on voudrait sur la table, c'est si vous êtes déjà passé à travers le processus au niveau provincial ou territorial, alors peut-être que le gouvernement fédéral pourrait juste reconnaître ceci et vous qualifier pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Comme Barb l'a mentionné, c'est la porte d'entrée pour tellement de choses. On aimerait qu'il y ait des séparations, par exemple, séparer le REI du crédit d'impôt pour personnes handicapées. À l'heure actuelle, vous devez être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour pouvoir ouvrir un REI. Encore une fois, on voudrait que ce soit séparé, qu'il y ait des alternatives ou explorer tout du moins des stratégies alternatives pour permettre aux gens d'ouvrir un REI sans avoir à passer par le processus du crédit d'impôt pour personnes handicapées. On aimerait voir une augmentation du supplément pour les travailleurs qui reçoivent un revenu mais qui n'ont pas suffisamment d'argent. Il y a un peu d'argent en plus pour les personnes handicapées avec d'autres paramètres, mais on aimerait voir une augmentation. On aimerait voir ces mesures incitatives pour l'emploi supprimées pour qu'il y ait de meilleures opportunités et moins de confusion pour obtenir un emploi. On sait que beaucoup de prestations territoriales ou provinciales sont retirées si le plafond de revenus est atteint, et ce plafond est beaucoup trop bas pour beaucoup de personnes. Celui-là peut sembler un petit peu étrange. On parle du revenu, de la sécurité de revenus, mais l'accès au téléphone cellulaire et à Internet, c'est très important. Internet, c'est quelque chose de nécessaire, comme l'eau courante et l'électricité. Le gouvernement fédéral a fait beaucoup pour aider les familles à faible revenu avec des jeunes enfants à avoir accès à certaines choses. Mais la personne qui est célibataire, qui reçoit une subvention pour handicap, le revenu est trop bas pour pouvoir se payer Internet. Et on a vu pendant la COVID que quand les bibliothèques et les cafés étaient fermés, les endroits où les gens vont pour avoir accès à Internet, parce que c'est une nécessité. Quand ces endroits sont fermés, les gens sont déconnectés de leur communauté. Il faut reconnaître que l'Internet est une nécessité. Il devrait y avoir des options à bas coût. Et l'accès au téléphone cellulaire doit faire partie de ça.
les personnes qui sont sur des programmes provinciaux ou territoriaux n'ont pas toujours assez d'argent pour se payer un téléphone cellulaire ou un ordinateur. Il y a aussi la possibilité que le gouvernement puisse donner un crédit d'impôt de 1 700 $, mais s'il n'y a pas suffisamment de revenus, vous avez peut-être l'impression que l'effort n'en vaut pas la peine de passer à travers tout ce processus d'approbation pour les gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas suffisamment de revenus pour profiter de la totalité du crédit d'impôt. On pense qu'il pourrait y avoir un remboursement. On pense que les analyses ACS sont très importantes. Le gouvernement actuel s'est engagé à faire des analyses en fonction du genre pour s'assurer que les lois, les mesures législatives, les politiques, l'impact que ça a sur les femmes ou sur les personnes, les communautés de genre diverses sont prises en considération. On veut aussi que la lentille du handicap soit appliquée dans cette analyse. Donc, on est en train de voir comment est-ce que ça pourrait toucher les gens au Canada qui ont un handicap. Et un grand exemple, c'est le manque, encore une fois, pendant la COVID, de ce bénéfice CERB, les 2 000 $, qui a été distribué aux gens qui ont perdu leur emploi à cause de la COVID. Mais pour les gens qui n'avaient pas suffisamment de revenus au cours des 12 mois précédents, pour les gens qui venaient juste de commencer un emploi et qui l'avaient perdu parce que tout a fermé pendant la COVID, ces gens n'ont pas reçu la prestation CERB. Beaucoup de ces personnes ont été des personnes handicapées. Et donc, elles ont été mises à l'écart de ces prestations. Et ça a vraiment pris longtemps au gouvernement de reconnaître que les personnes handicapées faisaient face à des coûts plus élevés pendant la COVID, avaient perdu du revenu pendant la COVID. Et donc, avoir la lentille du handicap dans cette analyse pourrait aider à s'assurer que les politiques ne sont pas aussi punitives pour les personnes handicapées. Et la dernière chose qui pourrait être un avantage, et Robert en a beaucoup parlé, c'est le système des taxes au Canada est très compliqué. Faire ces déclarations d'impôts, c'est compliqué. Et il y a des prestations qui sont attachées à ces déclarations d'impôts. Et on prend pour acquis que tout ce qui vient du crédit d'impôt invalidité est lié à la déclaration d'impôt, mais le gouvernement fédéral peut voir que si votre seule source de revenus, c'est une prestation provinciale ou territoriale, il faudrait qu'il y ait un processus automatique pour la déclaration d'impôt, pour s'assurer que ces personnes ne passent pas à côté de prestations, et on sait que ça arrive. C'est une prestation, il faut que ça soit plus facile de naviguer le système de taxes, le système fiscal, et d'avoir accès à ces bénéfices. Donc ça, c'est notre position sur la sécurité des revenus. Il y a beaucoup de choses sur la table, mais on est déjà à 11. Ça commence à être difficile de donner des priorités. Mais ça, c'est les choses où on pense pouvoir faire le plus de différence si on peut faire avancer les choses. On a aussi créé des appels à l'action pour les familles. Et beaucoup sont liés à la sécurité de revenus pour les personnes handicapées, donc reconnaître que si on peut améliorer les choses quand on arrive à l'âge de 18 ans, que la prestation canadienne est en place, ça profiterait aux familles. Et en particulier, pour les familles qui ont des enfants de moins de 18 ans, ça ne les toucherait pas. Donc, au niveau de la garderie inclusive et abordable, ce gouvernement a été très clair qu'il est en train de dérouler les garderies abordables partout au pays et on est ferme. Il faut que ça soit inclusif. Nos enfants ne peuvent pas être exclus des garderies abordables parce que ce n'est pas sur le radar du gouvernement.
Et ça, c'est retourner sur la lentille du handicap, sur les politiques. Donc, il faut que la garderie abordable soit inclusive. On veut voir des améliorations au niveau de la prestation pour enfants handicapés. C'est un supplément aux bénéfices pour enfants du Canada. On veut que ce soit qu'il y ait une augmentation. Et il faudrait aussi changer le nom. Il faudrait que ça dépasse l'âge de 18 ans, en comprenant bien que à 18 ans, les enfants ayant une déficience intellectuelle ne vont pas aller trouver un emploi du jour au lendemain et les coûts ne disparaissent pas du jour au lendemain, même si les prestations provinciales ou territoriales commencent. Donc peut-être étendre ça à l'âge de 21 ans, en comprenant que les personnes qui ont un enfant, même adulte, avec une déficience intellectuelle, cet enfant reste à la maison passé l'âge de 18 ans. Encore une fois, le crédit d'impôt pour personnes handicapées et le rendre plus facile d'accès. Barb a beaucoup parlé du fait que les parents ne sont plus dans la main-d'œuvre. Il manque des occasions professionnelles pour rester à la maison et s'occuper de leur enfant. Et absolument, ça arrive. On le voit. Donc, un petit peu de soutien, explorer des options pour ces familles qui ne contribuent pas au régime de retraite à travers leur emploi et donc qui ne vont pas bénéficier d'un régime de retraite du Canada à l'âge de la retraite. Ce revenu pourrait être important et donc passer à côté, ça peut avoir des répercussions parce que vous êtes resté à la maison et que vous ne travaillez pas. On aimerait voir un examen complet des programmes fédéraux comme le REI, comment il y a des interactions avec le régime épargnitude, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le plan pour achat d'une maison. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement a mis en avant, le gouvernement fédéral a mis en avant. Et c'est des éléments des programmes qui sont isolés. On aimerait qu'un examen complet montre comment ces programmes interagissent les uns avec les autres. Et ça commence à arriver maintenant. Le gouvernement fédéral est en train d'entreprendre un plan d'action pour le handicap et l'inclusion. Il y a des consultations qui se passent au niveau de ce plan d'action. Le gouvernement explore 4 domaines. La sécurité de revenus, donc voir le travail qui est fait autour de la prestation des personnes handicapées, donc des espaces accessibles, l'emploi et la modernisation de l'approche du gouvernement fédéral au handicap. Donc c'est ça, un examen des programmes fédéraux, un examen du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc si vous y prêtez attention, vous verrez des consultations arriver au cours du mois qui s'en vient et je vous encourage à y participer si vous le voulez. Inclusion Canada est à la tête des consultations et nous pensons que nous avons beaucoup d'idées, de bonnes idées sur la reconception des différents programmes fédéraux. On a des pensées sur l'admissibilité, qui devrait être admissible, ce que ça veut dire, l'interaction avec l'emploi, les interactions avec les programmes provinciaux et fédéraux, avec qui vous vivez. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et je pense que Rachel a mis quelque chose dans la discussion, un lien vers nos pensées. Est-ce qu'on donne les 11 pages de notre position? C'est juste quelques idées clés. On a des groupes de rencontres à Inclusion Canada la semaine prochaine, un pour les défenseurs de l'autonomie, 2 pour les défenseurs de l'autonomie, 1 pour les familles. Si vous voulez vous inscrire, on essaie de garder des groupes assez petits pour pouvoir avoir le plus de commentaires des gens à qui nous parlons. Mais si vous voulez vous inscrire, vous pouvez envoyer un courriel à Tisha, lui dire à quel groupe vous voulez parler
et on fera de notre mieux pour répondre à vos demandes. Et si le nombre qui veulent participer augmente, on essaiera de faire plus. Il y a aussi d'autres organisations pour les personnes handicapées partout au pays qui font des groupes de discussion. Ça fait partie de ce processus. C'est le même groupe de discussion, que ce soit avec Inclusion Canada ou avec une autre organisation. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, votre voix sera entendue pendant les groupes de discussion. On va rassembler tous ces renseignements. De plus, on va aussi envoyer un sondage, on est encore en train de travailler dessus, pour ces 4 domaines. Donc, ce sera des questions limitées pour s'assurer que les gens peuvent y répondre et on espère pouvoir envoyer ça dans les semaines à venir. Tout le monde dans chacun des domaines essaie de diminuer le nombre de questions pour arriver à 4 ou 5 pour ne pas dépasser tout le monde. Donc, si vous le recevez ou quand vous le recevez, partagez-le. Plus on peut avoir de renseignements, mieux c'est par rapport au travail que fait le gouvernement fédéral. Pour moi, ce qui est important, c'est la sécurité de revenus, mais bon, chacun a ses priorités. Mais vraiment, l'objectif, c'est que ce soit un processus inclusif. Donc, rien à propos de nous sans nous. Donc, c'est vraiment important qu'on entende autant de voix que possible. Et je vais rendre la parole à Rachel. Merci, Jill. Un grand merci à tous nos intervenants aujourd'hui. Beaucoup de renseignements importants et de très bonnes idées aussi sur la manière de participer. Il nous reste 9 minutes. Donc, nous allons passer à la période de questions-réponses. Donc, je vais inviter les gens à envoyer leurs questions en utilisant la boîte Q&R en bas de votre écran ou par courriel à forum@inclusioncanada.ca. Et on essaiera de répondre à autant de questions que possible. Je pense que tous les intervenants sont à l'écran. Fantastique. OK. Donc, on va commencer avec une question pour Robert. Robert, vous avez dit que vous aviez du mal à payer votre loyer et acheter les choses les plus nécessaires pour votre vie. Si le Canada crée la prestation pour personnes handicapées, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? À quoi ressemblerait votre vie? Bonne question, en fait. Ma vie serait bien mieux qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Là, c'est vraiment j'ai de la difficulté à payer pour quoi que ce soit. Et il est temps que le gouvernement nous écoute. Mais on essaye. On essaye. On fait tout ça. Mais pour moi, si cette prestation était en place, je pourrais payer ce que je voudrais. Je pourrais avoir ce dont j'ai besoin. Je n'aurais pas besoin de lutter jour après jour, mois après mois, année après année. Donc, c'est difficile. J'aimerais que cette prestation arrive, mais qui sait quand ça va arriver? Merci, Robert. OK, on a une question pour Barb. Barb, en tant que membre de la communauté, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour appuyer les familles d'enfants ayant une déficience intellectuelle qui ont peut-être une insécurité financière? Je pense que Jill a donné de très bons exemples dans ses appels à l'action. Appuyer la prestation canadienne pour le handicap, si vous êtes en communication avec votre membre du Parlement, fédéral ou provincial, dites-lui que c'est important pour vous. En tant que membre de la communauté, vous pouvez voir qui manque dans votre communauté. Quand vous regardez vos enfants à la garderie, à l'école, dans les sports, qui manque?
Et si quelqu'un manque, essayer de les inviter. Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'ils puissent participer? En tant que membre de la communauté, même là où on travaille, comment est-ce qu'on peut appuyer les familles? Est-ce qu'on fournit de la flexibilité, de la souplesse pour les employés? Et même en tant qu'employeur, est-ce qu'on est inclusif? Mais simplement être curieux, être intéressé, être un allié et prendre des mesures. Excellent, merci beaucoup. Barb. Jill, maintenant, on va vous poser la question suivante. Une des recommandations du comité est de collecter plus de données détaillées sur les enfants ayant une déficience et leurs familles. Pourquoi est-ce que les données sont tellement importantes? Les données sont à la base de tout. Ça nous aide en tant qu'organisme pour défendre les droits. Si on a des renseignements corrects, le gouvernement faisait un travail assez décent au niveau de la collecte de données, au niveau des personnes handicapées, des familles, des revenus. C'est plus facile que les programmes ciblent des personnes si on a les données pour voir quelles personnes on essaie de cibler. Et un très bon exemple, c'est par rapport aux enfants qui vivent dans la pauvreté. Et ce gouvernement actuel a passé beaucoup de temps et d'efforts à recueillir les données et à compter ces enfants qui vivent dans la pauvreté et à offrir des prestations ciblées qui aident à élever ces familles de la pauvreté. Donc, on sait que si on peut voir les gens, on peut les aider. Mais si vous ne les voyez pas, vous ne pouvez pas les aider. Donc, quand il y a des approches plus générales, sans données, ça laisse beaucoup de fossés. Parfait, merci beaucoup, Jill. Je ne vois pas Robert à l'écran. Tu nous entends encore, Robert? Oui. Je vais finir avec une question pour Robert avant de conclure le webinaire. Vous avez parlé du fait qu'en Ontario, les gens qui reçoivent le programme de soutien des personnes handicapées en Ontario vivent sous le seuil de pauvreté. On sait que ça arrive dans d'autres provinces aussi. Comment est-ce que les défenseurs de l'autonomie partout au Canada peuvent travailler ensemble pour fixer ce problème? À l'heure actuelle, je fais partie du conseil de Community Living Ontario et je suis défenseur de l'autonomie. On essaye de changer ça. Et la chose qu'on veut vraiment changer, et on verra ça dans le prochain webinaire, c'est le logement. C'est une des choses les plus importantes. Mais vivre sous le seuil de pauvreté, c'est tellement difficile. Même en recevant la prestation provinciale, c'est difficile. À la fin du mois, je reçois un petit montant en plus de mon travail et de mon revenu de travail. Mais parce que j'ai un revenu de travail, ça m'affecte plus. Si je gagne plus au travail, je reçois moins de prestations provinciales. Donc, c'est vraiment difficile. Comment régler ça? J'espère qu'on peut le faire. Mais qui sait? Il faut qu'on espère, qu'on prie, qu'on essaye. Et ça va prendre du temps. Et vivre sous le seuil de pauvreté, c'est quelque chose que je déteste voir chez moi ou chez les autres. Je déteste vraiment ça. Merci, Robert. Et donc, ceci conclut le webinaire d'aujourd'hui. Je veux remercier encore une fois nos intervenants, nos fournisseurs d'accessibilité. Et petit rappel à tout le monde, on a une séance de plus dans notre série de webinaires. Donc, le 30 juin, à 13 h heure de l'Est, nous explorerons les positions d'Inclusion Canada en matière de logement. Nous espérons que vous allez prendre quelques minutes à la fin de ce webinaire pour remplir un formulaire de commentaires sur l'événement d'aujourd'hui pour nous aider à améliorer les futurs webinaires. Le lien pour ce formulaire se trouve dans la boîte de discussion et vous sera aussi envoyé par courriel.
Encore une fois, merci et nous avons hâte de vous voir au mois de juin.